Right! C'est parti les amis. La saison 8 du bulletin GP commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je suis très fier de vous accueillir à la saison 8 du podcast officiel du bulletin GP. Et comme la tradition le veut, à l'exception de 2024, fuck you Lewis, on va mettre la table sur la saison 2026 de Formule 1. Et pour ce faire, pour l'instant, je suis avec Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien, très excité. Drive to Survive est sorti. C'est comme mon petit moment de vérité. On observe un petit peu ce qui s'est passé l'année passée avant de reprendre la route vers cette nouvelle saison qui s'annonce plutôt excitante, je trouve. On a des brides de ce qui va se passer. On est dans l'incertitude, mais je sens qu'on pourrait peut-être avoir une petite année excitante quand même. Oh oui. Ça va être une année excitante, mais même intrigante parce que on entre dans une nouvelle ère de la Formule 1 avec des voitures un peu plus petites au niveau des voitures un peu plus sensibles au niveau aérodynamique et surtout un nouveau moteur qui va être 50% thermique, 50% électrique. On a deux nouvelles écuries, une proprement dite, une qui a été rebaptisée. On a une nouvelle recrue en Formule 1. On aura un nouveau circuit. On en reparlera en toute fin. On a deux nouveaux compagnies de moteurs qui s'ajoutent à la Formule 1 cette année. Alors, Marc-André, quel est ton... Là, tu as dit que tu es excité, mais on a vu les essais, qui ont été présentés par la Formule 1, avec le shakedown à Barcelone et les deux périodes d'essai au Bahreïn. On va pas parler des écuries tout de suite, mais côté voiture, comparé à ce qu'on a vu en 2025 avec la génération précédente de voitures, est-ce que tu t'attends à beaucoup d'excitation, beaucoup d'action dès les premiers Grands Prix? Mais encore là, c'est intriguant de voir comment les voitures vont se suivre en mode course parce que, le plus gros défaut de l'ancienne version de voiture, je pense, c'était la grosseur. Une voiture trop imposante, qui prenait trop de place, dans des circuits qui étaient, à mon avis, pas adaptés pour ce type de voiture-là. On n'a qu'à penser, j'extrapole le plus, mais Monaco en est l'exemple parfait là, de la grosseur des anciennes voitures. Je pense vraiment que de les réduire va aider. Mais après ça, c'est toute la gestion de la récupération d'énergie qui va être intéressante à voir. Visiblement, les pilotes vont devoir avoir une vision stratège sur leur économie d'énergie. Est-ce que les pilotes vont devoir ralentir le rythme dans des longues lignes droites pour avoir assez d'énergie pour redépasser par la suite? C'est toutes des choses qui, je crois, on va commencer à apprendre à partir de l'Australie, puis qu'on va justement que les pilotes, vont pouvoir expérimenter et que nous-mêmes, en tant que partisans de F1, on va apprendre à connaître les voitures aussi. Là. Fait que oui, je pense qu'on peut s'attendre à peut-être des voitures qui se suivent plus, qui se dépassent plus, mais je pense qu'à chaque nouvelle réglementation, on se disait ça, puis éventuellement, on était
pour certains, être déçus. Donc, je pense quand même qu'on peut peut-être se garder quand même une réserve puis voir comment ça se passe en Australie. Ouais, parce que en même temps, bon, c'est vrai que je les ai suivis d'un coin de l'œil. Mais évidemment, avec les Olympiques, j'étais pas mal un peu plus concentré sur les Olympiques que la Formule 1. Mais c'est vrai qu'il y a eu, ben, surtout avec, moi, je pense plus à l'aspect aérodynamique parce que c'est vrai que ça a été un énorme problème, le fait que les voitures aient du mal à se suivre dans l'air sale. Mais surtout avec l'affaire officielle du DRS, mais le principe même avec l'aérodynamisme active ou l'aéroactive, je sais pas si ça va être beaucoup plus efficace parce qu'on a vu plusieurs types d'activation, on peut dire. On a vu Ferrari avec l'aileron arrière rotatif. On a vu, je pense que c'était Alpine ou Audi qui faisait juste abaisser l'aileron arrière, d'autres qui utilisaient encore le même principe de DRS, mais aussi l'usage aussi de l'aileron avant qui s'active aussi. Donc, je sais pas si l'usage de l'aéroactive va être beaucoup plus efficace que le DRS ou c'est juste une version un petit peu plus améliorée du DRS. Ça reste à voir parce que en essai, comme ben, les essais, c'est juste des essais, c'est pas définitif de ce qu'on va voir lors des premiers Grands Prix, surtout en Australie. Et surtout même au Bahreïn. Enfin, s'il y a un Grand Prix de Bahreïn, mais Ouais. ça reste à voir. Mais en situation de course vraiment officielle, je préfère ne pas trop me prononcer là-dessus avant de voir vraiment l'efficacité, parce on peut dire ça, mais surtout aussi avec le moteur, les batteries. Parce que ça aussi, ça va être une grosse différence. Tout à fait. Surtout avec les nouvelles les nouveaux termes de pilotage d'ailleurs que la Formule 1 a publié sur ses réseaux sociaux. Il existe 3 types. Le boost qui va donner la puissance maximum dans le moteur, dans le groupe propulseur, qui peut être utilisé d'une shot ou à quelques endroits sur le circuit. Le mode dépassement, le mode overtake, qui donne un genre de puissance sur une vitesse de pointe, et ça a moins d'une seconde, un peu dans le même dans le même sens que le DRS. Et le mode recharge qui va dicter surtout l'aspect électrique, l'énergie électrique de la voiture. Donc, est-ce que ça aussi, ça va, d'après toi, influer beaucoup plus sur l'action en piste que l'aéroactive? Ben, je pense que oui, parce que encore là, ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle réglementation, c'est que je trouve que ça ouvre la porte à d'autres stratégies. Bien que bon, le DRS faisait son travail, je trouve, puis les critiques pouvaient exister. Je pense que c'était pas parfait non plus, mais je pense pas qu'on était loin de la solution. Puis encore là, ça va être au pilote de bien le gérer. Autre chose aussi que je remarque, puis à chaque nouvelle réglementation, c'est le même phénomène. Mais attendez-vous à ce que les voitures que l'on voit en 7 mars, ou même 8 mars, pardon, lorsque les voitures vont décoller en Australie, elles seront bien différentes dans 3-4 mois aussi. Fait que là aussi, on peut se dire que en Australie, ça va être une situation X. On va avoir un portrait, mais le portrait peut être complètement différent dans quelques mois à peine lorsque les écuries auront fait leur premier travail de développement, puis auront compris leur voiture, ou pour d'autres, complètement pas, puis ils vont être dans le champ complètement avec les ajouts de pièces. Mais je pense aussi que le développement en cours de saison
va être à surveiller parce que ça pourrait faire toute une différence. Ouais, exact. Et aussi, je pense, plusieurs experts disaient aussi peut-être qu'on va avoir des dépassements à des endroits inusités, bien même dans des endroits où on ne pensait pas justement voir des dépassements. Donc, par exemple, moi, je prends l'exemple du circuit Gilles Villeneuve. Par exemple, je sais pas, le virage 6 et 7 où Anna Maria se trouve généralement. Peut-être ça pourrait être un endroit de prédilection pour le dépassement, mais tout ça, c'est encore... on est encore dans la théorie, mais pas dans la pratique. Exact. Quelle va être... Moi, c'est vraiment... Oh, je crois que... Euh, Je crois oh, qu'on ça t'a a-tu perdu. coupé? Ouais, je crois qu'on t'a perdu un petit peu, Marc-André. Yeah! Premier On va épisode! retrouver. Yeah! On t'a retrouvé au Donc, moins. je pense que ça va être ça. Tu sais, je reprends mon propos, mais ce que j'ai hâte de voir, ça... Oh. Ça, ce une moment différence. de... Bon, oui, il y a toute la technologie, mais quand on parle quand on parle de C7, je pense qu'avec une petite voiture, on peut avoir une bonne idée. Là. Exact. Et d'ailleurs, je veux juste en profiter que ce moment d'interruption de problème technique vous est présenté par Aston Martin Honda. Donc, désolé. Elle était facile, celle-là. Ah, elle était trop facile. Oh bon, il est parti. Comme Fernando Alonso probablement cette année. I'm kidding. Mais pendant que Marc-André revient, je pense aussi le simple fait aussi que le pilotage pour moi aussi devrait changer. J'en parlerai avec Marc-André, mais j'ai vu beaucoup de critiques de la part de pilotes et même d'anciens pilotes, ou bien même de pilotes de Formule 1 qui sont passés par la Formule 1, dire que la Formule 1 est devenue un peu plus complexe à conduire. Évidemment, ça fait état des commentaires de Max Verstappen concernant en fait la gestion de pilotage et qui avait dit que c'était qui avait qualifié le nouveau style de pilotage en Formule 1 comme de la formule électrique sous stéroïdes. Oui, c'est vrai, mais la Formule 1 a toujours été aussi un sport de gestion parce que vous devez gérer les pneus, avant, il fallait gérer l'essence c'est encore le cas aujourd'hui, mais sans les ravitaillements, gérer aussi, c'est de l'éco-conduite aussi. C'est sûr que les pilotes veulent conduire à 100%, mais à 100%, t'as moins de chances aussi de finir la course, à moins d'avoir une voiture super fiable qui va fonctionner à tous les coups. C'est malheureusement pas le cas. Donc, ça va être de la gestion, qu'on le veuille ou non. Mais Marc-André, est-ce que les propos de Max Verstappen disant que la gestion de conduite ressemblant de la Formule 1 sous stéroïdes, elle est justifiée selon toi? Je pense que je pense on va vraiment pouvoir le percevoir en course. Actuellement, j'ai de la misère à me prononcer. Tu sais, lui, il a été dans la voiture. Les pilotes le sentent. Il connaît plus que moi. Fait que j'ai vraiment hâte de voir en course comment... Parce que, bon, oui, il y a la perception des pilotes, mais après ça, il y a notre perception aussi en tant que fan qui est tout aussi, je pense, importante dans le sens que on fait partie du spectacle. Les voitures vont nous plaire ou ne pas nous plaire. Puis après ça, c'est certain que Max, c'est un gars de vitesse, c'est un gars qui veut toujours aller à la limite. Fait que, oui, effectivement, si on se retrouve avec des voitures peut-être moins performantes, mais ça se peut que pour des pilotes un peu comme Max Verstappen, ça leur va moins bien. Donc, j'ai hâte de voir justement dans les premiers mois comment les voitures vont réagir, comment les pilotes vont réagir, comment ils vont
vont s'habituer à ce nouveau mode de gestion d'énergie, de gestion de... Bon, comment aussi, par rapport à la gestion de pneus, comment ça va aller, parce que on gérait les pneus avec peut-être une attention différente avant, mais là, il n'y a pas que ça qui va rentrer en ligne de compte. Fait que j'ai quand même une petite crainte que toute cette gestion hors course fasse en sorte que ben, peut-être qu'on va avoir des grands prix où une écurie n'aura pas le choix de gérer ses performances à la baisse pour arriver finalement en fin de course. Donc, ça, j'ai quand même une petite crainte, mais encore là, il faut le voir pour le comprendre puis pour voir si ça fonctionne ou pas. Là. Ouais, exact. Parce que, évidemment, le gros point, c'est surtout la gestion de l'énergie électrique, parce que maintenant, c'est le groupe propulseur est quand même splitté en 50-50. Donc, ça aussi, l'aspect électrique va être très important, même beaucoup plus important qu'avant, surtout surtout dans l'ère actuelle des V6 turbo-hybrides. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent parce que c'est pas les V10, V8 agressifs. Ces moteurs étaient surtout les V10. Ils étaient puissants, mais c'était peu fiable. Ben, c'était pas peu fiable. C'était la plupart du temps pas fiable. Et justement, ça m'amenait justement à ce point, parce que on l'a vu dans les dernières années, on a eu très peu d'abandon de type mécanique de moteur. Mais là, avec l'arrivée, ben avec justement cette quasi-refonte du groupe propulseur, il y a aussi l'aspect de fiabilité qui va entrer en compte. On l'a déjà vu avec Honda, mais ça ne veut pas dire que les autres équipes vont être exemptes de fiabilité. Donc, ça aussi, Marc-André, ça va être un point en début d'année, ben même durant cette première année de cette nouvelle ère, qui va être un point assez intéressant à constater et à surveiller. C'est certain. Souvenez-vous des années Red Bull avec Renault, où souvent Red Bull se tirait les cheveux parce qu'il n'était pas capable d'avoir la fiabilité qu'il souhaitait, ou du moins tout simplement la puissance qu'il souhaitait. Ben là, on embarque dans une nouvelle ère avec de nouveaux moteurs. Ça veut aussi dire que les motoristes ont dû justement retravailler un nouveau moteur, et les résultats ne sont pas garants de succès non plus pour tout le monde. On a vu les difficultés de Honda. Ils sont perceptibles pour le moment. Mais effectivement, on n'en est pas à l'abri chez Mercedes, chez Ferrari et surtout chez Red Bull de peut-être certaines difficultés. Par contre, je pense que, tiens, on reparlera de Red Bull, mais je pense que l'un des points excessivement positifs pour eux, c'est qu'en essai, alors qu'on pouvait peut-être avoir certaines craintes du nouveau moteur, alors que c'est maintenant un nouveau moteur Red Bull, géré par Red Bull, on aurait pu peut-être s'attendre à certains problèmes, mais la fiabilité a été présente pour Red Bull. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de voir, parce que si, je sais pas moi, en milieu de saison, Mercedes commence à avoir des problèmes avec leur moteur, qu'ils soient dans la course au championnat ou non, ou n'importe quelle autre écurie qui sont clientes de Mercedes, ça pourrait faire une grosse différence dans le championnat. Donc, effectivement, je pense que la fiabilité rentre en ligne de compte. Puis, je pense que tu l'as bien amené. Cette inquiétude de fiabilité n'existait pratiquement plus. Jamais tu commençais un dimanche et tu disais hey, j'espère que la voiture va tenir. Hey, c'était rare là, des abandons de moteur dans les dernières années. Là, ça arrivait pratiquement plus. Fait que là, oui, ça amène peut-être une. Tu sais, je pense que la fiabilité d'un moteur, ça fait partie quand même de la course automobile. Donc, voyons voir comment cette nouvelle génération, est-ce qu'elle va pouvoir offrir ce niveau de fiabilité ou non. Encore une fois, c'est à découvrir dans les prochains mois. C'est ça.
Et aussi, un autre point qui va être très important et qui a été aussi un sujet de discussion, ben, ce sont les départs. Parce que, et aussi avec le moteur, c'est surtout l'aspect turbo. Et on l'a vu avec Ferrari, qui a été probablement la seule équipe et on va leur donner le crédit, qui a été la seule équipe à avoir dit ah ben attendez, ça c'est le turbo au départ. Avec les nouveaux moteurs, le temps d'attente et tout ça, ben tu sais, on peut avoir un avantage au départ. Et on l'a vu aussi avec Lewis Hamilton qui a réussi à dépasser quoi 4, 5 voitures sur la simulation de départ au Bahreïn. Donc, les départs en 2026, surtout qu'ils ont changé un peu la procédure pour éviter, par exemple, des voitures qui calent parce qu'il y a un enjeu de sécurité aussi, là, d'éviter des accidents dès le départ. Mais si jamais, et souhaitons-le, quand tout ira bien, ben Ferrari peut avoir ce gros avantage au départ en utilisant un turbo qui est bien réglé, les révolutions moteurs, les RPM bien enclenchés. Les départs vont être aussi très intéressants à surveiller, même plus que jamais en 2026. Ça fait, est-ce que c'est Pierre Gasly qui avait dit demain, soyez bien assis à Melbourne, on ne sait pas exactement comment ça va se passer au départ. Attendez-vous à un départ catastrophique ou du moins, ça voulait dire un petit peu ça. Ne manquez pas ce départ. Donc, je pense que tout le monde va être très attentif à ce moment-là parce que ce qui est excitant aussi, c'est que on va découvrir ces nouvelles voitures ensemble, tous en même temps, le temps d'un week-end. Fait que c'est vraiment excitant toute cette période-là. C'est fou, c'est à peine, c'est dimanche, là, ça s'en vient, ça va venir vite aussi. Fait que il y a cette excitation que je trouve qui va être vraiment intéressante. Puis oui, les départs vont faire partie du nouveau succès d'une écurie, peut-être d'une force pour certains, puis un désavantage pour les autres. Ça va faire partie aussi de tout ça. Puis oui, Ferrari, visiblement, ont l'air d'avoir peut-être trouvé une solution, mais on dit souvent que la Formule 1, si tout le monde s'inspire de tout le monde, ben, peut-être que rapidement, quelqu'un va s'inspirer de Ferrari ou va trouver une nouvelle solution. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et dans tout ça, est-ce que ça va être un bon moyen d'améliorer le spectacle en piste? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que la Formule 1, ben, Liberty Media, entre autres, veut vraiment miser parce que, évidemment, on connaît tout le succès depuis les presque 10 dernières années, la croissance que ce sport a obtenue. Mais là, avec vraiment une nouvelle génération de voitures, une nouvelle ère de Formule 1 qui est dite plus importante que jamais, est-ce que c'est le bon moment d'avoir un excellent spectacle? Parce que on parlera des équipes en force, mais pour l'instant, moi, je vois qu'il y a 4 équipes qui sont vraiment qui sont prévues pour être dans la course au titre. Mais est-ce que le spectacle en piste va être plus intéressant que jamais? Écoute, moi, j'ai de la misère à croire que la Formule 1 va, en tout cas, redevenir très, très imprévisible. Encore là, tu l'as dit, déjà, on s'attend que 4 écuries soient à l'avant. Ce sont les mêmes que par le passé. Fait que je pense qu'il n'y aura pas de grande modification dans le spectacle. Ce qui peut changer, c'est les dépassements. Je pense que les gens attendent de pied ferme à savoir si les voitures vont pouvoir se dépasser, si les pilotes vont pouvoir se suivre, parce qu'au final, c'est un peu ça que je pense que Liberty Media veut. Le spectacle passe, oui, par les écuries qui gagnent, mais passe aussi par une excitation en piste. Puis pour avoir cette excitation en piste, il faut des dépassements ou du moins des pilotes qui ont le pouvoir d'en faire s'ils le souhaitent. Donc, est-ce qu'on va en avoir en piste?
je l'espère énormément. Parce que oui, dans les années passées, on a peut-être eu moins de dépassements. Tu sais, un dépassement de Max Verstappen c'était-tu à Émilie-Romagne ou à Monza sur Piastri? Ouais, c'était Émilie-Romagne, ouais. Émilie-Romagne. Écoute, si on peut avoir ça de temps en temps ou plus souvent, tu sais, quand j'ai regardé ce dépassement-là, j'ai comme fait OK, on a peut-être manqué le bateau pendant plusieurs années. Là. Il faut retrouver des dépassements comme ça. C'est des dépassements qui sont historiques, mais que je pense que dans les années 90, on avait peut-être plus, tu sais, des dépassements magistrales comme ça. Il faut que ça revienne. Est-ce que ça va être dans cette révolution de voiture? Je l'espère autant pour nous que pour les multimédias parce qu'ils ont besoin de ce spectacle pour faire avancer la Formule 1 de la manière dont ils veulent que ça devienne. Exactement, parce que c'est quand même... Ben là, le succès marketing fonctionne. Maintenant, il faut que le succès en piste continue. Parce que le plateau est quand même plus serré qu'avant. Tu sais, dans les années... C'est sûr que maintenant, dans les années 90-2000, tu pouvais avoir par exemple, en qualification des pôles, avec des écuries qui étaient genre à 5 secondes de la pôle. Maintenant, tu es à genre une seconde et demie, 2 secondes de la pôle. Puis c'est quand même plus serré qu'avant. Mais maintenant, le spectacle en piste, je vais éviter d'avoir encore des trains de DRS où ça se suit pendant des tours et quand ça s'essaye, ben là, ça fonctionne pas. Fait que ça aussi. Et puis, très honnêtement, 2025, côté spectacle en piste, il en manquait. Pourtant, t'avais quand même les McLaren, quand même en se sabotant, tentaient de nous offrir un spectacle, mais c'était pas si intéressant que ça. Fait ouais, puis on s'entend que je comprends les efforts ou du moins ce que Liberty Media veut faire des week-ends de F1 avec des spectacles hors piste et tout ça, là, mais quand je vais au Grand Prix du Canada, c'est pas pour voir David Guetta. C'est pour voir un spectacle en piste. Fait qu'offrez-moi en premier lieu, offrez-moi un spectacle en piste, des voitures qui peuvent se suivre. Puis après ça, ben, le flafla, après ça, il pourra rentrer en ligne de compte. Mais offrez-moi du spectacle en piste. C'est ça qu'on veut. Ah ben, j'aimerais bien voir les deux. Ben, on peut avoir les deux, mais... mais c'est vrai que l'action en piste est important en premier. Donc là, on a fait un peu le tour un peu global de ce qui nous attend pour 2026 avec la nouvelle ère. On va aller on va aller voir les équipes et au lieu de faire équipe par équipe, moi j'ai décidé de le faire parce que sinon on va passer du temps puis on est 2 actuellement. Je l'ai divisé en 2 parties. Le premier c'est le Big Four et le deuxième c'est le milieu du peloton et Aston Martin. Je suis désolé, mais Aston Martin va en attraper des pas mal, là. Donc, le Big Four. Là, présentement, et c'est pas dans l'ordre, on a Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull. oui, Williams n'est pas là? Je plaisante. Je plaisante. De toute façon, comme le shakedown, je les ai oubliés. Ben oui. Ben ouais, écoute, quand tu dis que Williams ne fait plus partie du Big Four, ben ça donne des cheveux gris. Ça me donne des cheveux gris. Surtout que j'ai grandi dans l'ère où cette équipe gagnait des grands prix puis des championnats. Mais bon, on va dire que Williams a été remplacé par Red Bull. Mais les deux équipes qui se démarquent le plus semblent être Mercedes et Ferrari. Mercedes, surtout avec leur moteur que tout le monde dit est le meilleur. Je sais qu'il y a la controverse des taux de compression qui, d'ailleurs, va être réglée
officiellement, on va dire, d'ici le mois d'août. Et ensuite, il y a en juin les tests à partir de 130 degrés Celsius pour voir s'il y a pas d'avantage, s'il y a des avantages ou non. Donc, mais en attendant, Mercedes semble avoir non seulement un très bon moteur, mais aussi un bon package. Et là, avec le même duo, George Russell et Andrea Kimi Antonelli, un est à sa deuxième saison en Formule 1, l'autre veut se prouver comme étant un prétendant au titre. Est-ce que, d'après toi, ça a l'air légitime? C'est légitime de voir Mercedes comme l'équipe favorite, et aussi, est-ce que tu crois que Ferrari, ça va être leur année cette fois-ci? Je pense pas que ça va être l'année de Ferrari. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, je suis même pas fan de Ferrari, puis je suis déçu année après année. Fait que j'essaie de pas me faire d'attente par rapport à Ferrari, parce qu'ils ont l'auto-sabotage assez facile dans les dernières années. Est-ce que la voiture peut être compétitive? Je pense qu'ils ont montré durant les essais que je pense réellement que ça va être une des forces du plateau. Moi, je trouve surtout, tu sais, j'ai analysé un petit peu les tours d'essai. Je trouve que les longs relais, je pense que ça va être quelque chose de majeur pour la Ferrari. Je pense qu'en termes de constance, s'ils sont capables de conserver la force de leur long relais, ça pourrait notamment être quelque chose d'intéressant. Mais encore là, il faut que stratégiquement, ce soit bon pour eux. Après ça, Mercedes, George Russell sera-t-il pour la première fois de sa vie dans une course au titre? Est-ce qu'il va être capable de prendre cette pression? De quelle manière il va gérer aussi tout ça? Antonelli, deuxième saison, il nous a montré de très bonnes choses, mais aussi on est peut-être, en tout cas, je suis resté un petit peu sur ma faim l'an passé, bien que ça a été une très belle saison. Je pense que certains avaient peut-être de plus grandes attentes, mais en même temps, encore là, il a à peine, il avait 18 ans, là, je pense qu'on peut le laisser, mais encore là, tu sais, il va se retrouver dans une course au championnat si la voiture est très bonne. Donc, non, je pense que Mercedes, évidemment, tout le monde pointe vers une avance, mais encore là, on n'est pas à l'abri d'une écurie qui a caché quelques chevaux dans leur poche arrière et arriver en forme pour l'Australie. Mais oui, je pense qu'il y a une hiérarchie qui se dessine. McLaren semble un petit peu plus à la traîner, tout comme Red Bull. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Mais écoute, après ça, ça va jouer dans le développement aussi, comme on a dit. Mais oui, en avance, je pense que Mercedes peut être perçu comme ça. Là. Parce que quand même, lors du shakedown à Barcelone, ils ont eu Mercedes a eu aucun problème. Mais lors des essais au Bahreïn, c'est là où les ennuis ont commencé à sortir, les problèmes hydrauliques, pneumatiques, et tout ça. Mais ça restait quand même une voiture qui a quand même roulé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup roulé, avec quand même un total de 432 tours à Sakir sur l'ensemble. En fait, dans le deuxième test. Donc, pour moi, je pense que les deux pilotes se sentent à l'aise dans cette voiture. Quant à Ferrari, ben déjà, j'en avais parlé, mais l'aileron arrière rotatif, c'est très innovatif de la part de Ferrari. Ça peut leur donner un avantage. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ça va se concrétiser réellement. Puis je pense que on n'a pas eu trop de problèmes à détecter du côté de Ferrari. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que on peut avoir des élans de ce qu'on a vu en 2017-2018 où on a eu une belle guerre entre ces deux équipes pour la course au titre, avec Red Bull qui grattait un peu derrière. Mais
pour moi, le fait que Ferrari a décidé tout de suite d'abandonner le développement en 2025 pour mieux se concentrer sur 2026, on voit les efforts que ça rapporte. Alors, déjà, Charles Leclerc a été le pilote le plus rapide dans l'ensemble des deux tests. Euh, je pense que il y a de quoi se réjouir pour les fans de la Scuderia et surtout pour Lewis Hamilton aussi parce que sa première année avec Ferrari, ça a été catastrophique. Et là, il le disait, je pense qu'il se sent beaucoup plus à l'aise avec cette voiture, surtout que c'était son rêve d'aller chez Ferrari et d'essayer de se battre pour des victoires. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire contre un Charles Leclerc qui est clairement le numéro 1 chez la Scuderia? Ça reste à voir, mais je pense que Mercedes et Ferrari ont deux excellents duos de pilotes. Un pilote chez Mercedes, on a un constant et un diamant à polir, encore une fois. Et on a un des plus grands pilotes de tous les temps et un pilote qui fait tout pour amener cette Ferrari au sommet, mais qui n'en est pas capable pour X ou Y raison. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir dans les premiers Grands Prix. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a de très bons espoirs pour la Ferrari, mais j'ai l'impression que Mercedes part avec un léger avantage d'après moi. Mais sinon, je pense que comme tu sais, la référence que je disais avec Red Bull qui grappillait en 2017-2018, j'ai plus l'impression que ça va être un peu plus serré que lors de ces deux années-là. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est le fait que ce soit leur propre moteur en plus. Parce que c'est un moteur Red Bull avec un partenariat technique de Ford qui revient en Formule 1 après tant d'années d'absence. Donc, moi, je sais qu'il y a eu aussi la situation dans le shakedown où Isaac Hadjar a accidenté sa voiture et qui a réduit le temps de roulage lors de ses essais à Barcelone. Mais sinon, au Bahreïn, ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas ce que tu en penses, Marc-André. Oh! Et Bon, je ça, l'ai eu. c'est après la gestion de pilotage, la gestion du micro. Ouais, c'est peut-être plus difficile qu'autre chose, la gestion du micro. Oui, pour répondre à ta question, moi, tu sais, parce que nouveau moteur, premièrement, Red Bull ont dû engager, ont dû créer le moteur, ont dû le faire. On a vu avec Honda tous les problèmes qu'ils ont. Ces mêmes problèmes auraient pu, je pense, être les mêmes pour Red Bull Powertrain. Et visiblement, ils ont, ils ont fait un travail formidable parce que je crois qu'ils ont un moteur extrêmement compétitif. Puis peut-être même plus compétitif qu'on aurait pu le penser aussi. Je pense que les succès de Red Bull cette année ne vont pas juste passer par la victoire. S'ils sont capables de montrer qu'ils ont un moteur compétitif qui peut être parmi les bons moteurs, ou du moins suivre la parade, ben déjà ça, en soi, ça va être une victoire. Bon, je pense que les espérances sont plus importantes chez Red Bull quand même, mais on espère pouvoir se battre pour des victoires et tout ça, mais déjà que le moteur soit fiable et tout ça, je pense que c'est déjà une victoire. Puis, je pense qu'ils l'ont montré durant les essais que ce ne sera pas la meilleure voiture, mais je pense tout de même qu'elle va offrir à Max Verstappen des possibilités de se battre. Voyons voir aussi comment le deuxième pilote va être capable de conduire cette voiture-là, parce que c'est ça la grande clé. Red Bull, j'espère qu'ils ont trouvé une manière que cette voiture ne sera pas juste conçue pour Max Verstappen, parce que ça leur a nuit depuis 2 ans. Surtout la première année, surtout il y a 2 ans, ils ont échappé le championnat des constructeurs. Ça a coûté plusieurs millions à Red Bull.
Et ces millions-là auraient peut-être pu servir pour cette année également, ou pour, en tout cas, vous comprenez un petit peu mon point de vue, là. Cette voiture doit être bonne pour 2 pilotes et pas juste pour un, mais en même temps, elle doit offrir la malléabilité. Excuse-moi, elle doit être malléable pour offrir le plus de performance pour Max Verstappen. Donc, c'est ça qui est difficile, je pense, pour une situation comme Red Bull, c'est que Max aime quand il peut aller jouer n'importe où sur la voiture, aller baisser l'aérodynamisme au maximum, être le moins stable possible pour avoir plus de vitesse. Est-ce que cette voiture va pouvoir lui offrir ça? J'ai hâte de voir. Et aussi, en même temps, pour revenir au moteur Red Bull Ford, c'est surtout la fiabilité qui était impressionnante parce que quand même réaliser plus de 300 tours sans le moindre problème de moteur pendant chacune des 2 essais au Bahreïn, c'était assez impressionnant. Donc ça au moins c'est quand même encourageant, non seulement pour Red Bull Racing mais aussi pour Racing Bulls, dont on en reparlera. Mais très important que tu parles du deuxième pilote parce que pour vrai, moi ce que je vois, c'est que maintenant que Laurent Mekies est il va commencer la saison officiellement comme directeur d'équipe chez Red Bull. Helmut Marko est parti. Je pense que ça va donner un peu de lousse à Isaac Hadjar de pouvoir performer à sa guise plutôt que de tout le temps être sous la pression de est-ce que je vais perdre mon volant parce que j'ai fait une série de mauvaises performances. C'est sûr que personne n'aime voir des pilotes avoir une série de mauvaises performances, mais quand tu les jettes dans l'eau du bain comme ça et te dis nage, mais si t'es pas capable de nager, c'est comme je fais une référence en natation. On va changer la donne cette année, mais tu te retrouves directement dans l'équipe de natation, tu veux te qualifier pour les championnats, tu veux faire partie de l'équipe, t'as très peu d'expérience malgré ce que t'as fait, et là on te donne les temps et tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Merci, bonsoir. Au lieu de les accompagner, moi, c'est ça que je souhaite que Red Bull fasse avec ses deuxièmes pilotes. Et j'espère qu'avec Laurent Mekies, qui, pour moi, me semble être beaucoup plus patient que Horner et Marco, ça va permettre à Hadjar de se sentir non seulement à l'aise, mais ne pas sentir la pression tout le temps, parce que il y a un jeune de 18 ans qui va bientôt 19 en cette année qui va être prêt à prendre son volant dès que l'occasion va s'afficher. Fait que, moi, je pense que c'est bien dans ce sens, mais c'est ce que je souhaite surtout, que la nouvelle direction permette à Isaac Hadjar de mieux se développer. Et ce, même si la voiture est moins bonne qu'on le pense. Parce que oui, elle est dans le top 4, mais on ne sait pas dans quel ordre exactement. Est-ce que ça va être une voiture qui va être la meilleure? Elle va se battre contre qui sait? Moi, j'ai un pressentiment que on cache un petit peu la performance, mais encore là, je pense pas qu'on est au niveau de Ferrari, je pense pas qu'on est au niveau de Mercedes, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout montré durant les essais. Mais encore là, c'est vraiment un feeling peut-être un petit peu partisan aussi, là. Je vous le cacherai pas. Mais je trouve j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur Isaac Hadjar et le deuxième poste de pilote. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu romantique quand même, dans le sens où l'ère 1E a duré plus de 20 ans. L'ère Helmut Marko a duré énormément de temps. Puis, on dirait que Red Bull recommence un peu à zéro avec Laurent Mekies, avec Paul Waché, dans une situation où justement la nouvelle réglementation entre, le nouveau moteur entre, c'est comme tout simplement un nouveau Red Bull qui reprend. Donc, ça aussi, j'ai hâte de voir comment
comment la gestion au quotidien va aller. Laurent Mekies m'a vraiment surpris durant les derniers mois depuis son entrée en poste. Je pense qu'il nous a montré, du moins du point de vue partisan, que c'était un homme hyper intelligent qui connaît sa course automobile, mais surtout, j'ai l'impression que c'est un gestionnaire humain. Oui. Et tu sais, les commentaires d'Isaac Hadjar, je ne pense pas que c'était du lèche-bottine quand il est arrivé, quand il est parti de Racing Bulls. Je pense que c'était réellement sincère. Il a réussi à avoir une bonne gestion humaine et je pense qu'avec tous les problèmes que Red Bull ont eu dans les dernières années à ce point de vue-là, je pense que ça peut juste être positif d'avoir un gestionnaire comme ça qui est capable de prendre les émotions en compte, puis pas seulement être froid et sortir dans les médias quand ça ne fait pas leur affaire. Là. Exact. Et surtout, ça va être de voir comment ils vont faire contre les champions en titre, McLaren. Parce que là, pour McLaren, qui va arriver la saison, surtout Lando Norris comme champion en titre, et McLaren du côté des constructeurs, comparé à l'année dernière et même en 2024, j'ai été trouvé un peu en retrait, mais je pense que ce sont quand même des essais qui se sont bien passés. Encore là, c'est sûr que c'est une équipe du top 4 déjà établie. On ne sait juste pas quel sera le niveau de performance. Mais je trouve qu'ils ont été relativement solides de ce que j'ai vu pendant les essais. Je sais pas ce que tu as pensé, Marc-André. Oui, je pense que ta lecture est bonne. Je pense qu'ils sont en retrait. Mais encore là, est-ce qu'ils sont à quel point aussi, parce que tu peux être en retrait en Australie, puis amener une modification. Bon, au Japon, c'est peut-être un petit peu tôt, là, mais amener une modification au 6e Grand Prix, peut-être, puis là, faire une différence. Ou tu as dans tes cartons déjà une modification que tu crois qui va fonctionner. Puis aussi, ce qui va être intéressant à voir, c'est comment les F1 sont construits, mais comment je pourrais dire ça? C'est quoi le niveau de potentiel additionnel qu'une voiture peut avoir ou qu'un design peut avoir? Parce que on s'entend que dans l'ancien règlement, le marsouinage a frappé de plein fouet Mercedes. Cette voiture a semblé mal née dès le départ. Est-ce que Mercedes aurait pu être meilleur si la voiture avait été de base quelque peu plus malléable pour justement permettre du développement? Est-ce que la McLaren est construite pour pouvoir amener du développement plus tard ou son développement est limité? Ça aussi, ça peut faire une énorme différence. Donc, comment même Lando va gérer le fait de ne plus avoir la meilleure voiture et comment Piastri va gérer ça? Ça aussi, ça va être à découvrir. Ouais, parce que en même temps, un peu plus en retrait, mais c'est quand même une équipe qui a, si je me trompe pas, lors du premier bloc d'essai, a quand même réussi un total de 422 tours et le meilleur temps de la première journée avec Lando Norris et le deuxième 395. Donc, ils ont été capables d'être rapides, d'être fiables surtout et de bien rouler surtout. Donc, je pense que McLaren... Et surtout aussi, un des trucs qui a été très intéressant pour McLaren dans leur montée au sommet, c'est que c'est une équipe qui a été capable de bien développer leur voiture. Tu te souviens, 2023, c'était une équipe qui était loin derrière et arrivé, je pense, au Grand Prix d'Autriche, Grande-Bretagne, pouvait se battre déjà pour des podiums et même pour la victoire. Même chose en 2024, un petit peu, c'était beaucoup mieux, mais c'était encore un petit peu en retrait. Et là, et ensuite, lorsque Lando Norris a commencé à gagner, là, on disait, attention, hein, Norris peut se battre. Puis 2025 arrive, meilleure voiture du plateau. Alors, cette équipe est capable de bien développer cette voiture et entre autres avec l'arrivée d'un certain Rob Marshall
aussi, ça peut leur permettre d'aller même beaucoup mieux. Qui sait? Alors moi, je pense que McLaren, peut-être, elle cache leur jeu, ça c'est sûr. Mais moi, je les vois comme un peu vraiment une équipe qui peut autant être, OK, c'est pas surprenant, comme elle peut être la surprise compte tenu de ce que j'ai vu. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va être avec ou sans les Papaya Rolls? Parce qu'on a vu comment ça a fonctionné. Not. Fait que moi, je sais pas qu'est-ce qui va arriver au cours de l'année, là. Est-ce qu'on on privilégie un des deux pilotes rendu à un certain moment de la saison? Si, par exemple, un des deux pilotes domine, est-ce qu'on dit au deuxième, ben là, écoute, t'es plus dans le portrait, essaye d'aider l'équipe le plus possible, ou c'est le statu quo? Moi, je pense que ça va être le statu quo. Puis la raison, puis bon, je viens tout juste de commencer Drive to Survive, mais on comprend vraiment que c'est important pour eux que les deux pilotes puissent s'exprimer en piste. Puis, à tort ou à raison, je ne prétends pas avoir la vérité infuse, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses un camp. Puis la preuve, c'est ce qui s'est passé durant la saison. On avait un Lando Norris qui allait bien. Finalement, la saison a tourné un peu au vinaigre. Piastri dominait. Arrivé un problème au puits pour Lando alors qu'il menait. Piastri le dépasse. On dit à Piastri, hey, buddy, laisse la place à Lando. Puis c'est à ce moment-là que la saison de Piastri s'est transformée. On a pris position à ce moment-là alors qu'on avait dit qu'on n'allait pas prendre position. Moi, je veux juste je pense que ce qui est supportable dans mon cas, c'est que si tu décides de faire battre tes pilotes en piste, laisse-les se battre, quitte à ce qui arrive à un Montréal de ce pas, mais surtout, n'interviens pas pour un ou pour l'autre, parce que c'est à ce moment-là que l'injustice, je trouve, qui est très fort, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Ouais, écoute, j'ai changé. Ouais, vas-y. Je pense vraiment que leur identité, c'est de laisser les pilotes en piste Ouais. se battre, chose que, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que dans une écurie, il faut quand même que tu aies une gestion. Puis, Mercedes, ils ont été les premiers dans les dernières années à le comprendre aussi. Parce que, tu sais, émotionnellement, ça doit être tellement dur de se battre déjà contre son coéquipier. En plus, là, t'espères que une fin de semaine, que tes boss vont être derrière toi ou pas. Suivons la ligne, puis après ça, verrons. Mais moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas laisser trop les pilotes se battre. Mais regarde, s'ils décident que les Papa Rolls reviennent, ça sera leur problème. C'est ça. Moi, je pense que ça va être ça, mais je pense plus ça va être leur problème. Mais en même temps, je les applaudis de vouloir laisser la liberté aux deux pilotes de se battre entre eux, mais en autant qu'il n'y ait pas de Montréal ou bien même de Singapour, même, parce que c'est là où on a commencé aussi à avoir un peu les limites du Papaya Rolls aussi. Mais j'ai plus... moi, j'ai plus l'impression que Zach Brown et Andrea Sella ne sont pas stupides non plus. Ils vont voir au courant de la saison comment ça va se débrouiller. On l'a vu aussi avec ce fameux Grand Prix de Hongrie 2024 où Lando Norris a dû laisser passer Oscar Piastri à cause d'un arrêt un peu botché ou une stratégie un peu botchée où c'est Norris qui est revenu devant Oscar, pardon, et ça a pris du temps. Mais
il faut vraiment que McLaren soit capable de continuer à leur donner la liberté, mais autant leur dire il y a une ligne à tracer quand il Exact. faut quand il faut qu'elle soit tracée. Donc ça va être un sujet qu'on va peut-être, tout dépendamment de comment la saison va se dérouler. S'ils sont 6 ou 7e, on n'en parlera pas. Non, c'est ça. C'est ça. S'ils sont 6 ou 7e, on n'en parlera pas. Mais s'ils se battent encore comme en 2025, là, ça va encore peut-être créer des crises de nerfs ou des crises de cœur chez McLaren. Ça va être à Zach Brown de gérer ça. Moi, je trouve qu'il y a le cœur fort parce que, mon Dieu, je serais pas bien. En tout cas, dans sa stratégie de les faire battre en piste, mon cœur ne serait pas capable de supporter ça. Ah non, clairement pas. Mais j'ai hâte de voir le cœur des autres équipes parce qu'on va passer au milieu du peloton. Ça, c'est la deuxième partie parce que là, je sais pas à quel point ça va être serré, mais je crois qu'il y a 2,5 équipes, d'après moi, qui pourraient aspirer à aller chercher les points restants. Parce que peut-être si le top 4 est pas mal scellé et qu'il y a et que les 10 premiers donnent des points, moi, je pense qu'il y a 2,5 équipes qui pourraient causer pas des surprises, mais se retrouver dans ces positions-là. Moi, j'ai mis Alpine, Haas et Racing Bulls étant l'équipe et demie. Parce que Alpine, déjà, bon, maintenant qu'ils ont un moteur Mercedes, ils ont non seulement un moteur Mercedes, ils ont aussi une boîte de vitesse et l'arrière complètement fourni par Mercedes. Le reste, le châssis est conçu par Alpine. Là, déjà, avec la saison catastrophique qu'elles ont eue, il y a eu pendant les essais, ça s'est beaucoup mieux passé malgré quelques ennuis en début d'essai au Bahreïn. Ça s'est beaucoup mieux passé dans le deuxième bloc. Et d'après moi, je pense que peut-être on aura un duel entre Alpine et Haas pour les derniers points. Parce que je trouve que Haas, ça a été bien, ça n'a pas été aussi spectaculaire. Ça n'a pas été spectaculaire, mais ça s'est quand même bien passé. Ils ont quand même fait beaucoup de millage au shakedown de Barcelone. Presque 400 tours dans le bloc 1 au Bahreïn, 404 dans le deuxième, et c'est une voiture non seulement avec un moteur Ferrari on parle beaucoup du moteur Mercedes, mais la Ferrari est pas mal aussi, mais le package de Haas me semble un peu plus fiable que la Alpine. Donc, j'ai hâte de voir les deux équipes en action. Toi, Marc-André, qui vois-tu comme étant la meilleure des autres ou les meilleures des autres? Je pense que Alpine va être bien positionné. Encore là, il faut que les décisions soient bonnes par la suite, mais tout simplement, globalement, je pense que la voiture a été bien conçue. Et comme tu le dis, la part Mercedes est importante dans la voiture. Je pense que ça va avoir un impact positif pour eux. Moi, écoute, hot take, je pense que Audi va avoir une très bonne voiture. Bon, je peux peut-être pas se battre nécessairement pour la 5e place, mais je pense qu'elle n'est pas elle est à considérer pour la place 6, tout simplement parce que j'aime beaucoup les gens qui sont au sein de l'équipe de team principal, là, de l'équipe principale. Je pense qu'on va sentir l'impact de Jonathan Whitley cette année. Depuis qu'il est arrivé, j'ai
j'ai vraiment l'impression qu'on voit une gestion. Tu sais, que je parlais de gestion humaine tantôt, là. Oui. Ben, on pouvait l'apercevoir durant la saison. Puis moi, je viens de commencer Drive to Survive. Puis remarquable comment ça a l'air d'être un gars d'équipe. Puis c'est un gars brillant. Fait que j'ai vraiment l'impression que cette voiture-là a du potentiel. Audi est derrière. On va vouloir avoir une bonne première année. Donc, si j'avais un petit 2 à placer pour la place 6, tu sais, Gabriel Bortoleto a connu quand même une très bonne saison l'an passé. Bien, ça n'a pas été parfait, mais pour une première saison, c'est très bien. Hülkenberg, vous savez, c'est pas un pilote que j'adore, mais l'an passé, il a réussi à tasser le singe sur son épaule. J'ai l'impression que la pression est passée. Ça aussi, ça peut aider. Écoute, c'est mon petit, peut-être plus mon espoir qu'autre chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'Audi pourrait surprendre. Ben, tu vois, moi, je vois Audi peut-être un peu plus bas. Peut-être même derrière Racing Bulls, parce que, écoute, ben, je pense que déjà, après tant d'années à se dire, ah, ben, Audi va aller en Formule 1, Audi va aller en Formule 1. Il y a des rumeurs. Maintenant que c'est concrétisé, je pense que de ce que j'ai pu lire en préparant l'épisode, je pense que les attentes sont un peu plus basses. Je pense pas qu'on va se battre pour la 5e, 6e place selon ce que Jonathan Wheatley dit, mais je pense que ça va aller graduellement. Parce qu'ils ont eu des ennuis lors du shakedown. Ça s'est plutôt bien passé lors des essais au Bahreïn, mais je pense qu'il reste encore, il y a encore des trucs à améliorer. Je pense que ils sont peut-être pas encore à un niveau d'atteindre peut-être AC Alpine selon moi. Mais peut-être au cours de la saison, ils vont peut-être le développement qu'ils ont fait l'année dernière, s'ils peuvent faire la même chose en 2026, surtout parce que ça va être pour tout le monde un peu, on entre dans l'inconnu, mais une fois qu'ils ont compris comment la voiture fonctionne, c'est là où ça va se passer. Puis si Audi peut être capable de faire ça avec l'aide de Hülkenberg et Bortoleto, donc expérience et la jeunesse, et surtout un Bortoleto qui va avoir qui a déjà une année dans une année dans le compteur. Donc, c'est ça, je pense que d'après moi, Audi, je ne les mettrai pas tout de suite dans la bataille pour la 5e et 6e place, mais plutôt peut-être se battre avec Racing Bulls. Et justement, que j'ai envie d'en parler parce que Liam Lawson revient pour une année complète, espérons-le, avec l'équipe. Ça, c'est une bonne chose. Mais la seule recrue de la saison, c'est Arvid Lindblad. Parce que en Formule 2, il a montré de bons flashs. Mais quoi qu'il est arrivé quand même à sa première année, un peu comme on l'avait avec Kimi Antonelli, entre autres. Mais la Racing Bulls, ben déjà avec un moteur Red Bull Ford fiable, est-ce qu'il y a des chances, d'après toi, Marc-André, que cette équipe soit constamment dans la lutte pour des points? Constamment, je pense pas. Encore là, c'est plate à dire. Puis vous allez dire, on se projette peut-être pas assez, mais ça va vraiment dépendre du moteur de Red Bull. Si on remarque que c'est quand même vraiment un moteur performant, ben là, c'est sûr que les, les performances de Racing Bulls vont être positives ou non. Mais écoute, Arvid Lindblad est un très bon pilote. Je pense que si on peut le mettre. Je pense qu'Antonelli est arrivé avec une meilleure réputation et sur la piste, je pense qu'il l'a prouvé. Mm-hmm. Encore là,
faudra pas comparer non plus. Les situations vont être complètement différentes entre la voiture qu'Antonelli avait et celle de Arvid Lindblad. Mais écoute, j'ai l'impression que oui, ça va être une voiture qui va se démarquer à sa façon, mais encore là, je sens qu'il y a beaucoup de développement à faire avec cette voiture. Puis on dirait qu'à chaque année, on croyait qu'il y avait, ou du moins dans les dernières années, on croyait que Racing Bulls avait de l'espace de développement, puis il n'arrivait jamais à le réaliser à sa pleine capacité. J'ai l'impression qu'on va être à la même place. À la fin de l'année, j'ai l'impression que Audi va les avoir dépassés, que probablement qu'Alpine va être devant, que Haas va être devant. Donc, je pense quand même qu'on se retrouve avec une voiture qui va peut-être pas être capable d'aller se battre pour les positions 5, 6, 7, mais encore là, qui suis-je pour l'affirmer avec certitude? Moi, j'ai l'impression que Racing Bulls peut être justement, déjà on l'a vu avec Lawson maintenant il s'est senti maintenant plus à l'aise avec Racing Bulls depuis son retour après 2 courses. Oui, une petite période d'essai chez Red Bull, mais je l'ai senti beaucoup plus à l'aise. Lors des essais, bon, je pense que il y a quand même des positifs. Déjà, le fait que le moteur, comme j'ai dit, la fiabilité étonnante et intéressante de Red Bull Ford dans la Racing Bulls fonctionne, ça leur donne aussi un bon avantage. Maintenant, avec ce que Lawson est capable de faire, ça peut les aider. Maintenant, évidemment, la grande inconnue, c'est Arvid Lindblad. Et surtout, est-ce qu'on va lui donner est-ce qu'on va lui donner du temps? Comme j'ai dit avec Adjar chez Red Bull, est-ce qu'on va leur donner beaucoup plus, est-ce qu'on va être beaucoup plus patient avec Lindblad que ce qu'on a vu dans le passé avec les pilotes de l'Académie Red Bull? Ben, en même temps, là, c'est sûr parce que je pensais pas dire ça, mais est-ce que les chances de voir Max Verstappen dire bye à la Formule 1 parce qu'il aime pas le style de pilotage est réelle? Parce que c'est ça aussi qu'on va devoir se poser comme question. Tout comme est-ce que c'est la dernière fois qu'on va voir Lewis Hamilton et Fernando Alonso en Formule 1 avec Yuki Tsunoda qui est réserviste aussi pour Red Bull et Racing Bulls aussi. Fait que tout ça aussi, ça va être entré en jeu. Quoique Tsunoda un peu moins, mais pour Lindblad, avoir Tsunoda et Lawson qui sont expérimentés, ça va l'aider à bâtir sa confiance aussi. Donc, moi, je pense que Lindblad peut montrer de très bonnes choses, mais j'ai pas trop d'attentes de sa part comparé au Berman, Antonelli, Adjar et compagnie de l'année passée. Ouais, je pense que Adjar était une coche au-dessus. Surtout, j'ai l'impression il va peut-être me faire mentir, mais sur le caractère, j'ai l'impression qu'Adjar avait un mental de feu. J'ai hâte de voir si Lindblad, c'est la même chose. Fait qu'effectivement, dans toutes les surprises de l'année, ça aussi, ça va être bien. Écoute, l'an passé, on avait 6 recrues, on passe à 1. Ouais. Ça fait déjà une différence sur les circuits, j'ai l'impression aussi. Donc, voyons voir comment Arvid peut performer. Puis, tu sais, on s'entend que c'est un pilote qui a quand même fait ses preuves dans les, dans les compétitions précédentes. Ouais. Donc, voyons voir comment il peut amener son niveau en Formule 1. On va parler de Williams parce on va essayer parce qu'il nous reste quand même 2 équipes et j'ai envie de parler d'un pilote, entre autres. Williams, ça a été pas mal difficile. Ça a été la seule équipe qui a carrément pas participé au shakedown de Barcelone. Là, ils ont fait la leur au début du mois de février à Silverstone. Bon, on disait que la voiture était en surpoids. Ils ont dû travailler beaucoup pour justement réduire le poids de la voiture. Ils ont
ils ont été capables d'être là au Bahreïn pour les 2 essais, mais ils ont fait beaucoup de rattrapage et ça va faire mal d'après moi à Williams pour commencer parce que quand tu joues quand tu es obligé de rattraper avant même que la saison commence, c'est pas bon signe. Et surtout avec un excellent duo de pilotes. Tout à fait. Écoute, est-ce qu'on peut dire que c'est la déception de l'année? Parce que on voyait quand même cette voiture-là, ou du moins cette écurie en progression depuis quoi, peut-être 3 ans à peu près. Mm-hmm. On voyait l'impact, je trouve, de Jim Pauls qui, je pense, est un très bon directeur d'écurie. On voyait Williams avancer. On se disait, écoute, on a hâte de voir comment cette voiture-là va performer en 2026. Et paf, même pas présent au shakedown. A leurs difficultés de poids, tout ça, c'est sûr que ça va rentrer en ligne de compte. Cette voiture-là ne peut pas être considérée comme performante dès le jour 1. Après ça, comme je disais tantôt, je pense que le point était bon pour McLaren. Il l'est pour tout le monde, mais je pense qu'il l'est encore plus pour Williams. Comment cette écurie va réussir à développer durant la saison? Et c'est quoi leur stratégie de développement? S'ils voient que la saison 2026 est perdue d'avance, est-ce qu'on va arrêter de développer pour 2026 plus rapidement pour se concentrer sur 2027? En même temps, c'est pas mal ce qu'ils ont fait en 2025. Ça n'a pas donné le résultat souhaité. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être. Tu sais, quand on parle d'un potentiel de développement, je pense que Williams peut être considéré comme une écurie étant qui se positionne bien là-dessus, mais il faut que les résultats soient présents parce que je pense que c'était une écurie en développement et en progression. Il faut que ça continue. Et visiblement, là, on a peut-être pris un petit peu de retard. Mais au moins, cette voiture au Bahreïn s'est présentée vraiment fiable et a été capable de quand même accumuler les millages. Je pense même que ils étaient derrière McLaren, si je me trompe pas, au niveau des tours, ouais. Au niveau des tours. Donc, et Carlos Sainz, là, dans la troisième journée, je pense qu'il a accumulé comme 140 tours ou un petit peu plus de 140 tours. C'était très bon, là. Donc, au moins, ils ont été capables d'avoir une voiture fiable. Mais maintenant, vu que les équipes ont pu amener des développements entre le shakedown et les essais au Bahreïn, c'est là où Williams, pour moi, risque d'être beaucoup plus impacté. Mais, ceci étant dit, elle peut quand même arriver à Melbourne et dire pow! Directement dans le top 12, dans le top 14, I don't know, mais ça va être déjà une victoire pour eux de se retrouver à ces positions devant peut-être même celles auxquelles on s'attendait à les voir à ces positions. Donc, peut-être que le jeu de Williams d'avoir rattrapé a fonctionné, mais ça va plus être au long terme comment ils vont le faire. Donc, pour ça, au moins Williams a mal commencé l'année, mais il y a peut-être signe d'espoir avec la fiabilité de la voiture. On va maintenant parler de la nouvelle équipe. Et ça, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient hâte de les voir. C'est Cadillac avec Valtteri Bottas et Sergio Perez. J'ai fait un jeu de mots. J'ai fait un jeu de mots sans le savoir. Oh boy. Oh boy. Hey, je ne savais pas. Mais bon, Cadillac arrive en Formule 1 finalement pour la première, après des années d'attente, sans Michael Andretti. C'est le retour de Bottas et de Perez. On va pas se le cacher, je pense pas que Cadillac est là pour gagner tout de suite. Je pense qu'ils veulent découvrir la Formule 1. C'est quand même une équipe qui contrairement à Audi, commence à partir d'une feuille de papier vierge. Donc oui, ils ont fait des simulations de course pendant la saison dernière. Ils ont un moteur Ferrari, donc ça donne un peu un avantage côté puissance de moteur. Mais maintenant, c'est de s'imprégner vraiment dans la réalité de la Formule 1.
Puis pour l'instant, ils ont eu quelques petits problèmes, mais ils ont quand même accumulé beaucoup de millage. Donc, et surtout avec l'expérience de Bottas et de Perez, qui est d'ailleurs, je pense, le duo de pilotes le plus expérimenté en termes de nombre de grands prix disputés. Ben ça va donner quand même un certain positivisme à Cadillac pour dire, ben avec ces deux-là derrière le volant, on s'attend peut-être pas à marquer des points tout de suite, ce serait bien, mais si on est capable de progresser au cours de la saison, ce serait encore mieux. Tout à fait. Puis je pense que tu as exactement touché le point souhaité et souhaitable pour eux, c'est d'avoir une possibilité de progression. Puis je pense qu'avec la voiture qu'ils ont construit, je pense que c'est un peu ça qui... Premièrement, c'est déjà bon tout comme je trouve le moteur Red Bull, c'est bon parce que Cadillac n'est pas du tout largué. Ils vont être dans la course pour vrai, pas pour gagner non plus, là, mais ils seront pas derniers non plus, surtout qu'une écurie qui fait pire qu'eux. Donc, je trouve qu'ils ont tout pour pouvoir progresser. Et après ça, ben écoute, je pense que financièrement, ils vont pouvoir déployer les efforts et l'énergie pour poursuivre dans leur progression puis pour aller chercher de la vitesse. J'ai hâte de voir quelles vont être leurs forces aussi. Je pense que ça va être ça aussi, c'est découvrir la Formule 1, mais découvrir leur voiture, découvrir où ils vont être bons, où ils vont être moins bons. Mais en même temps, quoi de mieux que d'avoir des pilotes expérimentés comme Sergio Perez et Valtteri Bottas pour une première saison comme ça. Je pense que c'est là aussi leur force. C'est peut-être pas les pilotes les plus rapides, mais ils ont l'expérience, ils connaissent les voitures, ils savent comment comprendre une voiture. C'est parfait pour du développement. Là. C'est idéal, même. Ouais. Donc, ça va être... Et puis, c'est ça, je pense que ils vont pas... Ils sont en Formule 1 pour gagner, c'est certain. Là. Qui n'est pas en Formule 1 pour gagner? Là. Mais je pense que les ambitions de Cadillac sont réalistes, au moins. Ouais. Ils sont pas là pour faire de la figuration, ils veulent bien performer. Puis pour l'instant, ça va bien. Oui, comme j'ai dit, il y a eu des problèmes techniques, mais ils ont été capables de les réparer, puis quand même d'accumuler du millage. Maintenant... Combien top 10 ils vont avoir, selon toi? Moi, si je fais une prédiction, moi, je pense que top 10, au moins 4. OK. 4. Au Moi, moins. je t'ai à 3. T'es à 3? Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est au moins 2 franches là, qu'on se dit méritées. Puis d'après moi, ils vont avoir une bonne performance dans une condition de course bizarre. Puis je pense que c'est quand même réaliste. Avec 3-4, je pense qu'on est quand même pas dans le champ. Non, c'est ça. Et ça tombe bien parce que la dernière nouvelle équipe proprement dite qui est arrivée en Formule 1, dès les premiers Grands Prix, elle a réalisé un coup de circuit, puis c'était As grâce à Romain Grosjean. Bon, certes, l'accident de Fernando Alonso a été bénéfique parce qu'ils ont pas fait un arrêt au puits proprement dit, ils ont juste changé les pneus sous drapeau rouge. Puis en termes de performance au Bahreïn, je pense qu'il a fini quoi, 5e en pure performance. Je ne dis pas que Cadillac va faire le même début de saison que Haas en 2016, mais s'ils le font, ben c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe Stanley. Hein. Exact. Fait que, ouais. Mais bon. Voyons voir. On va voir. Mais est-ce que tu es prêt à parler d'Aston Martin? Oh là là. Oh boy. Eux sont pas prêts, en tout cas. Enfin, ça dépend s'ils vont réussir à finir le Grand Prix d'Australie ou bien même le commencer, là. Si c'est le scénario prévu, là.
Parce que au moment d'enregistrer, ben, Aston Martin a dit, ben, peut-être qu'on envisage de juste faire un tour et d'abandonner le Grand Prix parce que ces essais ont été une catastrophe. Catastrophe de A à Z. Ils sont arrivés tard pour le shakedown, ce qui est déjà mieux que Williams. Mais lorsque la voiture est arrivée pour la première fois, je pense au bout de quoi? 5 tours à peu près? Problème électrique. Arrive lors des essais au Bahreïn, problème de moteur, fiabilité. Et pourtant, c'est la première. Pourtant, la voiture, physiquement, elle est belle. Et on voit les influences d'Adrian Newey et de son équipe dans la conception, dans le design. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de revivre l'épisode McLaren Honda 2.0. Et qui est dans le baquet en plus. Oh boy. Parlons pas de lui. Oh boy. Écoute, c'est une catastrophe quand même. C'est avec tous les millions investis par Aston Martin. Puis la question aussi, c'est à quelle vitesse Aston Martin vont pouvoir se sortir je sais même pas quel mot utiliser. C'est quand même une catastrophe. À quelle vitesse ils vont pouvoir développer? Comment le faire? En fait, la grande question aussi, c'est est-ce qu'ils ont pu créer une voiture développable? Parce que ça aussi, je l'ai mentionné pour Mercedes tantôt. J'espère qu'au moins dans le design, c'est Adrian Newey qui est arrivé un petit peu tard aussi dans la conception. Ça n'a pas dû aider, mais en même temps, là, c'est vraiment des casses moteurs, le gros du problème. Mm-hmm. La voiture a été créée avec un potentiel développable. Peut-être que ça peut se régler quand même bien, mais encore là, il faut qu'Honda réussisse à comprendre comment régler le problème. Parce que, écoute, c'est pas facile, là. C'est pas sérieux du tout quand même, là, de penser à même abandonner après quelques tours pour être certain de respecter le règlement, puis au moins participer. C'est pas du tout, là. Ouais, et puis, tu sais, je sais que Lance Stroll avait dit bon, que la voiture était 4 secondes plus lente que la meilleure voiture à déterminer. Mais je ne pense pas que cette voiture est vraiment 4 secondes plus lente que tout le monde. Elle est juste lente, tout simplement. Et tu sais, Marc-André, puis je vais le dire à tout le monde, exposer un peu le... On a sur Messenger un chat avec toute l'équipe du Bulletin GP. Et un des trucs qu'on aime dire comme Slander, c'est que c'est une Toyota verte. Parce que Toyota, quand elle est arrivée en Formule 1, avait les mêmes ambitions qu'Aston Martin, c'était d'être champion du monde. Puis avec l'argent qu'elle a, le personnel qu'il a, un champion du monde et le fils du propriétaire, qui est pas mauvais, mais qui plafonne, on va se le dire. Ouais. T'as les opportunités pour bien faire. Ils l'ont prouvé en 2023, mais ça a régressé après. Et Toyota était pas mal ça aussi. Une équipe qui avait du potentiel, mais qui a jamais été capable d'aller plus haut que ça. Et j'ai l'impression que c'est ça, Aston Martin. C'est une Toyota verte parce que ils ont des ambitions, ils ont le personnel, ils ont un bon modèle d'affaires, ils ont de très bonnes installations, mais ils sont pas capables de concevoir une voiture qui va être bonne pour ce qu'elle vaut. Et c'est ça le problème. Ouais. Puis, tu sais, ça prend un minimum de fiabilité pour pouvoir travailler sur les autres aspects de la voiture. Tu sais, actuellement, on a l'air de comprendre que le moteur Honda
n'est même pas assez puissant ou du moins n'offre pas assez de puissance pour recharger la batterie, tout simplement. C'est grave, là. En tout cas, Ouais, et puis. si ça tombe que ça a tellement bien été avec Red Bull Mhm. et à ne pas comprendre pourquoi. Là, on a l'air de dire chez Honda que c'est parce qu'on avait comme fait quitter l'équipe motoriste. Mais encore là, c'est difficile à croire. Là. Vraiment, c'est. Et est-ce que c'est quand aussi, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on a compris chez Aston Martin que ça allait pas du tout. Là. Est-ce qu'on a compris trop tard? Peut-être. Mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais faire? Ouais. Parce que s'il y en a qui. Ben, moi, je lance la prédiction parce qu'il y en a beaucoup qui. Il y en a beaucoup qui posent la question est-ce que Aston Martin fera un comeback à la McLaren en 2023? C'est beaucoup plus profond que ça, là. Il faut d'abord que tu règles ton problème de moteur. Puis ça a été la même chose avec Renault. Parce que Renault, quand est arrivé des V6 turbo hybrides, c'était un moteur qui avait énormément de retard. Red Bull, Toro Rosso, aujourd'hui Red Bull, Lotus et même Caterham avaient des ennuis avec les moteurs, puis ça prend du temps avant de rattraper. C'est du développement constant que tu dois faire sur le moteur. Alors, si tu pars de loin, ça va être compliqué de rattraper. C'est pas un comeback à la McLaren qu'il faut dire. C'est plus quand est-ce que Aston Martin va être en mesure d'être compétitif. Fait que, Exact. j'ai du mal, pour l'instant, j'ai du mal à voir Aston Martin faire de gros progrès. Peut-être niveau châssis, mais il faut que le moteur soit là parce que sinon ils vont être largués. Tout simplement, sans moteur, tu n'as pas de développement possible. C'est fou quand même. C'est vraiment. On parle souvent que la Formule 1 est un monde complexe, que c'est des micro-détails, ça l'est. Mais avant tout, il faut que ton moteur puisse te donner un minimum de performance pour y arriver. Ouais. Sinon, les micro-détails, ils servent complètement à rien. Ouais, mais j'ai hâte de voir comment ça va être pour commencer parce que Melbourne, ben, bon, ça va être de se voir à quel moment ils vont retirer la voiture. Parce que là, ils ont dit qu'ils ont pensé à déclarer forfait et même à abandonner. Maintenant, est-ce ils vont vraiment le faire? C'est à voir. Euh, avant de faire un survol rapide du calendrier, Marc-André, on n'a pas beaucoup parlé du champion en titre, Lando Norris. Parce qu'on a parlé des équipes, mais évidemment, il y a un pilote dont il faut qu'on parle. C'est Lando Norris parce que il est le pilote, il est le champion en titre. Et motosport.com a mis une section dans les histoires à suivre dans cette nouvelle ère. Est-ce que 2026 sera la meilleure version de Lando Norris? Et je cite un des segments de motosport.com. C'est vraiment une bonne. Tu sais, je pense qu'ils mettent vraiment le doigt sur le sujet de l'année. C'est comment Lando Norris va réussir à réagir après un championnat. Pourquoi je dis ça? Tout le monde, et j'étais le premier à le dire, il faudrait pas que j'aille réécouter mes enregistrements Ça, de l'an passé parce que je paraîtrais vraiment très mal. Mais pour moi, je ne pensais pas que Lando pouvait gagner un championnat. On peut le constater dans Drive to Survive à quel point mentalement, au niveau de la confiance, c'est pas facile. C'est toujours un renouvellement de confiance à aller chercher.
moi, j'ai hâte de voir, maintenant qu'il est champion, comment, comment il va justement, comment sa résilience va pouvoir se mettre en place, comment son travail, son éthique va pouvoir évoluer. Mais encore là, moi, ce qui me fait peur un petit peu pour Lando, puis à lui de me prouver le contraire, c'est que là, il est champion. Il n'a probablement pas la meilleure voiture cette année. Donc, est-ce que si ses résultats sont plus ou moins bons dès le début de la saison, comment il va réagir? Mais surtout, l'adversité d'avoir un pilote comme Oscar Piastri qui, je pense, est sans merci. Ouais, et à propos de Piastri, moi, et ça aussi, c'est une question que je pourrais poser parce que c'est lui, au final, qui a pris cash de toute cette saison parce que on a beaucoup qualifié son aspect mental, un homme de glace, quelqu'un qui ne laisse pas, qui ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Mais il y a eu des moments où il a craqué, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, son accident au sprint, disons aussi des manques de performance, entre autres à Singapour, même s'il voulait qu'on utilise le Papaya Rules, il était pas là. Donc, alors que Norris, dont on a justement évoqué l'aspect mental, c'est quelqu'un qui a pas craqué sous la pression. Victoire à Monaco, excellente. Victoire sans équivoque à Mexico City, domination totale. Donc, il a été capable de travailler là-dessus, et tout en restant lui-même, tout en restant le pilote humain qui ne cache pas quand il fait ses erreurs ou pas. Donc, pour moi, Norris, si la voiture va de mieux en mieux, il va prendre énormément de confiance, puis on va avoir peut-être une meilleure version de lui. Maintenant, ça va être de savoir est-ce que de l'autre côté du garage, ça va être la même chose. Moi, je pense que l'expérience est entrée aussi pour Piastri de. Bon, pour Norris, c'était quand même une première là, de se battre pour une première. Oui, parce que. Première et demi, on pourrait dire. Ouais. C'est vrai que l'année qui a chauffé les fesses un petit peu à Max Verstappen, mais quand même, je pense que, somme toute, il était quand même plus loin qu'on pouvait penser. Mm-hmm. J'ai l'impression quand même que l'expérience pour Piastri va être rentrée en ligne de compte. Mais c'est sûr que ça. Écoute, on pensait effectivement que Piastri était inébranlable. On a pu voir le contraire. Mais écoute, j'ai vraiment, vraiment. Je trouve que les pilotes McLaren sont peut-être les pilotes les plus, comment dire, surprenants ou qui pourraient nous pousser à la surprise, j'ai l'impression, cette année. En espérant que la voiture va pouvoir suivre la route. Vraiment, ce serait formidable si on pouvait vraiment avoir une course à 4. Mm-hmm. Peut-être pas pour la victoire, là. Juste, allons-y là, pour vraiment, par exemple, que la position 3 soit constamment en questionnement sur qui pourrait la prendre. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une telle saison. Ah oui, c'est clair que ça va être... ces deux-là vont être à surveiller. Plusieurs même mettent un ou l'autre dans le top 3, peut-être même les deux, tout dépendamment. Donc, ça, c'est à suivre. Marc-André, on va terminer sur le calendrier 2026 parce que, évidemment, bon, il est presque le même. Presque parce que on a des changements. D'abord, la saison commence en Australie. Ensuite, on ira la semaine d'après en Chine. À la fin du mois de mars, c'est le Japon. Bon, on sait avec la situation actuelle au Moyen-Orient et en Iran, bon, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite sont encore au calendrier au moment où on enregistre. Donc, mais évidemment, la Fédération internationale de l'automobile et la Formule 1 continuent de regarder la situation de près. Ensuite, le mois de mai sera nord-américain puisque
Bon, le début du mois de mai, ce sera Miami. Mais le 24 mai, la Formule 1 s'en vient à Montréal beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est ce qu'on parlait un peu avant d'enregistrer, Marc-André et moi. Ça va faire bizarre la Formule 1 au mois de mai, surtout que c'est pas une période grossement touristique à Montréal. Mais généralement, le Grand Prix du Canada est la période où justement la saison touristique commence. C'est juste ça va être un peu plus tôt cette année. Bon, je sais que tout le monde dit ah il va y avoir de la neige. Ok, on se calme. Rare, il y a déjà eu de la neige, mais c'est rare. Peut-être des températures plus fraîches, mais encore là, ça peut arriver qu'il fasse chaud à ce moment-là de l'année. C'est très variable. Ça, je peux vous le garantir. Tout à fait. Et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Il va-tu faire chaud, il va-tu faire froid? Vas-tu devoir porter un manteau d'hiver? Ouais, un peu moins de manteau d'hiver, mais quoi que il y a 10 ans, justement, je portais une tuque au Grand Prix du Canada en juin. Imagine. Et d'autant plus que cette année, Montréal aura un sprint. Pour la première fois, finalement. Enfin. Fait que ça, j'ai très hâte de voir. D'ailleurs, les autres, parce qu'il n'y a pas seulement que Montréal, les autres Grands Prix, je pense qu'il y a la Chine comme sprint, Miami, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, dont c'est la dernière fois au calendrier, donc avant de faire place au Portugal. Singapour. Ça, c'est peut-être le... Pays-Bas et Singapour, ce sont les deux... Les deux, genre, je suis pas sûr de comprendre parce que déjà aux Pays-Bas, c'est un circuit où c'est difficile de dépasser. Singapour, pour un sprint, où ça prend presque 2 heures pour disputer le Grand Prix. Surtout que ça va être quand même assez tôt, hein, parce que ça va être au beau milieu de la journée. Moi, pour le Pays-Bas, est-ce qu'on a peut-être voulu donner un petit nanan aux Néerlandais pour dire hey, merci pour tout ce que vous avez fait. Ouais. On quitte, mais on quitte en vous donnant un petit cadeau de fin, peut-être. C'est vraiment, il n'y a aucune info par rapport à ça, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être un peu ça. Pour Singapour, effectivement, c'est un peu difficile à comprendre. Mais en même temps, c'était un peu difficile à comprendre pourquoi Montréal n'ont pas eu déjà une course sprint. Je trouve que ça va donner un bon spectacle, selon moi. En plus, pour nous, ça donne vraiment une grande valeur au samedi. Ça fait vraiment une grosse différence, là, quand même. Là. Ah oui, c'est clair. Puis en plus, bon, c'est sûr que les dernières années, c'était un peu moins intéressant côté spectacle. Peut-être à cause de la génération de voitures, mais c'est un Grand Prix qui a souvent offert de l'action. Donc, d'ailleurs, c'est même triste que le Brésil ne soit pas là. Mais si Montréal peut nous offrir un bon sprint comme la Grande-Bretagne, qui est un circuit fait pour ça, d'après moi, je pense que et ça pourrait être parfait, d'autant plus qu'on est peut-être à un moment où on va voir 12 sprints à partir de l'année prochaine, si tout est confirmé. Fait que Montréal pourrait être un de ces grands prix où il y aura un sprint, justement. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Alors, donc, je rappelle, Chine, Miami, Montréal, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Singapour, les épreuves sprint pour cette année. Et aussi, on a un nouveau Grand Prix de facto. C'est le Grand Prix de Barcelone-Catalogne
quoique c'est sur le même circuit, celui de Barcelone, parce que le Grand Prix d'Espagne déménage au Madrid, donc proche du Palais des Congrès de Madrid, dans un genre de... enfin, ça va être sur ce circuit, le Madrid. Donc, vraiment dans les rues de Madrid. Donc, et c'est la première fois depuis 1981 que la Formule 1 ira à Madrid parce que pas loin, il y a à une vingtaine de kilomètres de Madrid, il y a le circuit de Jarama, si je le prononce bien, qui a accueilli le Grand Prix d'Espagne pendant des années. Donc, c'est un retour pour la Formule 1 à Madrid. Es-tu excité, Marc-André, à l'idée de voir la Formule 1 dans les rues de Madrid? Excité? Encore là, j'ai hâte de voir comment que... Tu sais, je pense que le tracé n'est pas mauvais, mais encore là, on ajoute un autre... Est-ce que ça va être plate? Est-ce que ça va être le fun? Moi, j'ai l'impression que le tracé n'est pas mauvais, mais en même temps, je me demande vraiment où on va pouvoir dépasser dans ce circuit-là, qui est très différent des autres. Là. On s'entend là, que je sais pas où on va pouvoir dépasser. T'sais, est-ce que c'est dans la genre d'épingle, longue épingle? Allez voir le circuit, vous allez peut-être comprendre un peu où je demande. Le virage 12, qu'ils appellent la monumentale. Et je me demande vraiment où on va pouvoir dépasser. Écoute, imaginons un Grand Prix amusant à cet endroit-là, mais je pense pas que ça va être le fun. J'ai pas l'impression. Honnêtement, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient on veut plus de circuit de course, mais le Grand Prix d'Espagne a quand même est passé d'un circuit que tout le monde connaît, de Barcelone, à un circuit urbain en Madrid. Mais c'est aussi la réalité aussi où la Formule 1 essaye d'aller vers la population plutôt que la population fasse l'inverse. Exemple parfait, la MotoGP qui va à Adelaide plutôt que d'aller à Phillip Island parce qu'ils veulent sortir de cet aspect niche. Donc, est-ce que Madrid va offrir un meilleur spectacle que Barcelone? Je le souhaite. Mais bon, on va voir rendu en septembre parce que le Grand Prix d'Espagne passe de mai-juin à septembre, le 13 septembre, le Grand Prix d'Espagne à Madrid et le Grand Prix de Barcelone-Catalogne passe à la mi-juin, principalement à la place que le Grand Prix du Canada occupait en général. Bon, Marc-André, c'est ce qui met fin à ce premier épisode de la saison 8 du Bulletin GP. Ça s'est bien passé, hein? Bien sûr, on a eu beaucoup de plaisir et on vous souhaite un très bon premier week-end. Profitez-en, découvrez vos pilotes, vos voitures. Et espérons une compétition compétitive, désolé de la répétition, mais de plusieurs écuries. Espérons-le. Exactement. Donc, on entre dans l'inconnu. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer le retour des après-courses. Donc, il y aura un après-course, mais cette fois-ci, ce sera on the road parce que ce sera en direct, pas en direct là, mais ce sera directement de Sherbrooke avec la gang de la monoplace. Oh boy. Ouais, donc ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées comme à l'habitude, Spotify, Apple Podcast, YouTube et partout où le Bulletin GP est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. On est aussi sur Facebook, Blue Sky,
Instagram et Threads @ le bulletin GP. Et évidemment, il y a le Substack, mais j'essaie de trouver une autre plateforme qui supporte moins les néo-nazis, comme Substack le fait. Mais pour l'instant, les textes, c'est le bulletingp.substack.com. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur la saison 2026 d'IndyCar le plus récent. Il va y avoir aussi quelques textes sur soit l'actualité, revenir sur des grands prix un peu plus en détail, ou bien même parler de Drive to Survive. Que si jamais vous l'avez... je vais vous donner mes impressions. Je les ai déjà regardées d'une shot. Spoiler alert, j'ai pas tant aimé ça, mais je vais vous expliquer pourquoi en détail dans les prochaines semaines. Sur le bulletingp.substack.com. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un réel plaisir, Abdou, et on se reparle très bientôt. Exactement. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode du bulletin GP, surtout pour l'après-course dimanche. Alors, portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se revoit pour un prochain épisode. Merci de votre confiance ou merci de nous découvrir aussi à ceux et celles qui découvrent le bulletin GP pour la toute première fois. Allez, salut tout le monde et bonne saison de Formule 1.